Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale du comité des référentiels de la SFAR qui a pour but de faire un retour d'expérience sur la RFE curarisation. RFE qui a fait un tabac dès sa publication sur le site de la SFAR, puisque en moins de 3 mois, on a dépassé les plus de 7000 téléchargements. Alors ce soir, avec nous, nous avons des experts de cette RFE. Nous avons en premier lieu le coordinateur, celui qui a supporté tout le travail et qui a mis la cohésion dans l'équipe, et on peut le féliciter. C'est Benoît Plot, et je suis ravi de l'accueillir. Benoît qui vient de l'hôpital Saint-Louis, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. À côté, nous avons Gilles Lebuff, Gilles qui a vraiment travaillé toutes les questions sur la ventilation et la curarisation et qui vient de l'hôpital de Lille, du CHU de Lille. Et en face, nous avons Christophe Bayard qui va aborder avec nous tout ce qui va être monitorage et intubation. Et je finis par notre plus ancien dans les experts, qui est Claude Mestelman, et qui a toute l'expérience de la curarisation, puisqu'il a fait une grande partie de sa carrière sur tout ce qui va être monitorage et décurarisation. Et on est ravis de l'accueillir ce soir. Alors, les RFE, c'est beaucoup de travail, c'est 5 à 6 RFE par an, et c'est vraiment un travail de cohésion de la société. Et ce soir, on est là pour le discuter, pour apporter des points de précision. Et c'est une émission exceptionnelle aussi parce que grâce au support éducationnel de MSD, nous avons une diffusion physique dans plus de 13 villes de France. Et donc, nous sommes très heureux d'avoir ces confrères avec nous. Alors, cette RFE, elle était attendue. Elle était très attendue puisque ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'on était avec des anciennes recommandations et que tout le monde attendait ces recommandations, et vraiment le travail a été remarquable. Et Benoît, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant avec ces recommandations ? Merci Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, j'ai eu le plaisir de coordonner cette RFE avec Christophe Bayard, Bertrand Debanne et puis toute une équipe, à peu près une vingtaine de personnes, sous le contrôle régulier du comité des référentiels cliniques qui veille à la bonne tenue de la construction d'une RFE. Donc ce n'est pas simplement un avis d'expert, il y a toute une méthodologie, toute une machinerie qui permet d'aboutir à un certain nombre de conclusions, dont l'objectif est d'aider les collègues dans leur pratique. On a vraiment eu cet objectif de rendre service, de faciliter le travail au quotidien. Alors, la première question que tu m'as posée concerne ce qui a changé. Avant d'aborder ce qui a changé, peut-être revenir sur ce qui était connu avec cette RFE précédente, puisqu'il s'agit d'une mise à jour. On avait déjà à l'époque mentionné que l'intubation avec curare était à privilégier. Le deuxième point, c'est la curarisation pour faciliter le geste chirurgical. Sur ces deux aspects, on a eu évidemment dans l'intervalle beaucoup plus de données qui nous ont permis de renforcer ces deux recommandations pour l'intubation et le geste opératoire. Le monitorage était proposé à l'adducteur du pouce, et déjà les critères d'extubation retrouvaient la nécessité d'obtenir un rapport de 34 au-delà de 0,9. Ça, c'était le point de départ. Ce qui est nouveau, il y a plusieurs éléments. Premièrement, on a essayé de s'intéresser à un dogme qui est présent dans de nombreux livres d'anesthésie, c'est faut-il ou ne faut-il pas ventiler au masque avant l'administration d'un curare. On va revoir en détail qu'on a levé le doute là-dessus sur la possibilité de ne pas vérifier la ventilation au masque facial avant curarisation. Le monitorage a été introduit de manière systématique, et là on doit rendre un hommage particulier au conseil d'administration de la SFAR qui a insisté sur cet aspect sécuritaire et de qualité des soins en implémentant dans la RFE une recommandation de grade élevé. Enfin, pour ce qui est de la décurarisation, eh bien, celle-ci est d'indication plus large, notamment dès qu'un patient présente un 34 inférieur à 0,9.
Également, nous avons revu les indications de la succinylcholine à l'aune d'un certain nombre d'alertes sanitaires qui avaient été lancées sur cette molécule. Dans ce contexte-là, en matière d'alternatives sur la séquence rapide, le rocuronium a été également proposé. Nous avons revu également les modalités d'emploi de la néostigmine et évidemment, dans l'intervalle, avec la mise à disposition du Sugamadex, nous avons pu définir des modalités de décurarisation avec ce nouvel agent décurarisant. Alors comment nous avons raisonné? Très rapidement, nous avons repris et positionné les curares dans le processus interventionnel en partant tout simplement du départ, la ventilation au masque facial, l'intubation, l'intervention lorsqu'elle nécessite un curare et la partie récupération. Ce qui fait que dans ce débat ce soir seront abordés les thèmes suivants: le contrôle des voies aériennes avec 2 sous-thèmes, la ventilation et l'intubation, la problématique du geste opératoire et de l'utilité des curares dans ce contexte, la nécessité du monitorage, la nécessité d'une décurarisation pharmacologique ou pour le moins objectivée, et puis également on vous propose d'aborder une population particulière qui a été traitée dans cette RFE, qui est la problématique de l'obèse. Voilà en gros les thèmes qu'on souhaite aborder ensemble ce soir. Merci beaucoup Benoît. Alors pour aborder ces thèmes, avant que des questions d'internautes ne viennent, et je vous rappelle que vous pouvez nous interpeller avec des questions à tout moment, grâce à l'application. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aborder cette situation de la curarisation, décurarisation avec des cas cliniques concrets. On va commencer avec un premier cas. Ça va être une colectomie gauche qu'on va faire sous cellio. Et ce patient, il est malampathien, il n'a aucun critère de ventilation difficile au masque. Alors Gilles, la première question, c'est est-ce qu'il faut ventiler au masque avant d'injecter un curare? Dans une étude où il y avait 12 000 patients, 12 000 intubations, il y avait 100 intubations difficiles. Dans 2 cas seulement, des patients se sont retrouvés dans une situation, enfin les collègues se sont retrouvés dans une situation avec impossibilité d'intuber et de ventiler. Donc c'est des situations qui sont exceptionnelles. Alors quand bien même on pourrait se dire, oui mais on a injecté un curare, il ne faut pas oublier que si on est dans une stratégie sans curare, lorsqu'on administre un agent sédatif tel que le propofol, le retour à la conscience n'est pas immédiat, de même que le retour à la ventilation spontanée. Lorsqu'on utilise le propofol à 2 mg kg, on sait que c'est 9 minutes pour un retour à la conscience. Lorsqu'on utilise du rémifentanil, à des doses qui peuvent parfois être importantes pour avoir des qualités d'intubation qui sont à peu près similaires à celles de succinylcholine, 4 microgrammes par kilo, eh bien c'est 12 minutes pour le retour. Pour un retour à l'état de conscience et avoir une ventilation strictement normale ou suffisante, est-ce que ça a été timé ça? Ça a été timé, on est aux alentours de 6 minutes. D'accord. Donc c'est timé, mais il faut savoir que ce n'est pas immédiat. Et on est à 2 mg kg. 2 mg kg avec du propofol. Si on rajoute un morphinique, ce qui est le cas la plupart du temps, il est certain que le timing est complètement différent. En tout cas, pour le rémifentanil, 4 microgrammes, c'est 12 minutes. Le succinylcholine, c'est 12 minutes également. Donc ce qui fait que derrière cela, on voit bien que le délai de récupération de la ventilation et de reprise de conscience est décalé dans le temps. Autre point qui est important, c'est donc le 3e point en regardant cela, c'est le fait de faire un test de ventilation chez un patient insuffisamment endormi. C'est-à-dire qu'on est dans certaines situations où finalement on injecte nos agents hypnotiques, donc les morphiniques également, et le patient a une profondeur d'anesthésie insuffisante et on essaye de faire un test de ventilation. Et c'est là où on se retrouve dans certaines justement situations difficiles à gérer parce que le fait que le patient ne soit pas bien relâché, eh bien, on expose le patient à avoir une mauvaise qualité de ventilation au masque facial et donc d'engendrer une désaturation. Toute chose égale par ailleurs, on est bien d'accord que pour pouvoir envisager cela, il faut rester extrêmement vigilant et méticuleux sur la préoxygénation. On ne doit pas se prévenir de ne pas préoxygéner les patients. Tout cela n'a de sens que si on respecte les guidelines de la préoxygénation et d'avoir des dispositifs d'oxygénation donc à proximité. Pour terminer sur cette question, on peut se trouver dans une situation où on a des difficultés d'intubation. Dans ce contexte-là, il faut pouvoir accéder à la ventilation au masque facial. Dans les 2 catégories de population qui ont été étudiées, soit il y a des critères de ventilation ou d'intubation difficiles. Toutes les études convergent pour dire que lorsqu'on administre un curare chez un patient qui n'a pas reçu de curare dans le contexte d'une ventilation donc au masque, l'administration d'un curare améliore la ventilation au masque facial.
donc chez des patients qui n'ont pas de critères donc, de ventilation ou d'intubation difficile. Il y a 5 études, regardons cela. Une étude est négative, les 4 autres sont positives. Quand je dis elles sont positives, c'est surtout des études qui ont utilisé des morphiniques avec la rigidité thoracique et incontestablement l'administration d'un curare facilite la ventilation masque-faciale. Dans le dernier cas où il y a des critères de prévisible d'intubation et de ventilation masque difficile, là aussi, il y a une étude, 12 000 donc, anesthésies étudiées. Dans ce contexte-là, il y avait 90 patients qui avaient donc, des critères d'intubation et de ventilation au masque difficile. Dans la moitié des cas, lorsque le curare a été administré, eh bien, ça facilitait la ventilation au masque facial. Donc incontestablement, même si on est dans une situation où la ventilation au masque facial s'annonce difficile, alors qu'on n'est pas dans une stratégie d'utiliser les curares, l'administration des curares facilite la ventilation au masque facial. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est incontestablement la rapidité de pouvoir intuber donc, le patient est incontestablement un point essentiel au niveau de la stratégie à adopter maintenant. Donc depuis ces recommandations, c'est oui, j'administre mon curare avant de vérifier. Oui. Je fais très attention, mais comme je dois faire tous les jours, à la préoxygénation. Tout à fait. Je les respecte, les règles parfaitement. Et surtout, il faut que je me déstresse parce que ça va me faciliter la ventilation. Exactement. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un complément, Benoît, qui a supervisé cette question? C'est un des points essentiels nouveaux de cette RFE qui, je dirais, allait contre un dogme. C'est jamais très simple d'aller contre un dogme. Et là, on avait de la substance, de la médecine factuelle. Les CRC, c'est sur ça qui nous évalue pour pouvoir faire cette recommandation. Voilà. Alors, après, bon, j'injecte mon curare. Est-ce qu'il y a un intérêt, je ne sais pas, à monitorer lors de l'induction pour savoir quel est le moment idéal pour l'intubation et où monitorer, comment monitorer, où il n'y a pas d'intérêt du tout. Christophe, Je vais essayer de répondre. Alors ça a été un grand étonnement puisque j'étais à la tâche sur cette question. Et c'est toujours intéressant de refaire la littérature, ce que demande ce type d'exercice, pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de données de la littérature aujourd'hui suffisamment robustes pour faire une recommandation. D'ailleurs, du coup, on ne fait pas de recommandation. Autrement dit, il n'y a pas de littérature qui permet de dire qu'en monitorant les curares pour l'intubation, on fait mieux que si on respecte le délai attendu pour le type de curare non dépolarisant qu'on va utiliser. Alors, il n'y a pas de littérature, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de réponse, mais les réponses, il faudra les apporter avec des études. Donc on va s'y atteler, parce que là, quand même, il y a effectivement un trou qu'il va falloir combler. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on se remet dans un contexte plus général de l'anesthésie, notamment du monitorage péropératoire, il n'y aurait pas beaucoup de sens à ce qu'on n'utilise pas le monitorage pour l'intubation, alors qu'on va l'utiliser en péropératoire. Donc, je dirais que le message global, aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on va utiliser un curare en péropératoire et qu'on va l'utiliser pour l'intubation, eh bien, on va mettre en place un monitorage, il y a une logique d'exercice au-delà des données de la littérature. Alors ensuite, où on se positionne pour monitorer? Deuxième question, deuxième réponse. Si on veut être très, je dirais, théorique, on va dire qu'il faut se mettre au sourcilier, puisque le sourcilier, c'est un muscle qui est résistant au curare, et donc il a une cinétique qui est à peu près superposable à l'adducteur laryngé, qui est le muscle que l'on cherche à curariser pour l'intubation. L'orbiculaire, on l'oublie. L'orbiculaire, on l'oublie. Alors il y a une petite, je dirais, différence, mais je pense qu'il faut mieux pas en débattre ici. Il faut vraiment travailler sur le sourcilier. L'orbiculaire, on va dire, il est intermédiaire entre l'adducteur du pouce et le sourcilier. Il vaut mieux l'oublier. Le sourcilier. Alors le sourcilier, c'est le site idéal pour l'intubation. Autrement dit, quand vous n'avez plus de réponse au sourcilier, vous êtes quasiment certain que vous n'aurez plus de réactivité à l'intubation. Le problème du sourcilier, c'est que, encore une fois, si on raisonne sur l'ensemble de la procédure de l'anesthésie, à la fin de l'intervention, il va falloir se mettre à l'adducteur du pouce, qui est un muscle sensible, et c'est le site pour vérifier que votre patient n'a pas de curarisation résiduelle. Donc quand on met tout ça ensemble, ça veut dire que le monitorage, il faut le mettre en place au début de l'intervention, d'autant que maintenant, on va y revenir, mais on a des recommandations qui
qui insiste sur le fait qu'il faut un moniteur en paire opératoire lorsqu'on utilise un curare, se mettre à l'adducteur du pouce, parce que dire aux collègues, vous allez commencer au sourcilier et puis vous allez terminer à l'adducteur du pouce, je pense que le message est un peu difficile à faire passer. Et donc se mettre à l'adducteur du pouce dès le départ, ce qui va permettre pour un certain nombre de moniteurs d'ailleurs de le calibrer, donc d'avoir des valeurs qui seront beaucoup plus fiables à la fin de l'intervention, et de faire toute l'intervention à l'adducteur du pouce. Et puis on reverra sur les questions suivantes probablement. Une fois qu'on a l'adducteur du pouce, qu'est-ce qu'on fait comme monitorage? Est-ce qu'on fait du 34? Est-ce qu'on fait du compte post-tétanique? Est-ce qu'il faut une curation légère, une curation profonde? Donc, si j'avais un message à faire passer, quand bien même il n'y a pas de littérature, monitorage, oui, parce qu'on va en avoir besoin de toute façon après. Où est-ce qu'on se positionne? Là où ça va être le plus simple, et surtout on n'aura pas besoin de bouger au cours du paire opératoire et de la fin d'intervention, l'adducteur du pouce. D'accord, donc j'ai bien entendu le message de Benoît qui était de simplifier la tâche des collègues. Et donc on s'abstrait du côté recherche, qui était très intéressant avec le sourcilier, pour aller à la calibration. Et d'autant plus que, moi je vois dans le quotidien, ce qui nous a simplifié la tâche du monitorage, c'est quand même les mécanomètres. Et là, le mécanomètre du sourcilier, c'était un peu difficile à obtenir. Donc, l'idée, c'est calibration, calibration, calibration. Pour les appareils qui en ont besoin, puisqu'on a quand même maintenant... Parce que ça, c'est pas dans la... On marque monitorage quantitatif. Oui. Hein, vous n'êtes pas rentré dans les détails. Est-ce que la calibration peut amener un intérêt? Moi, c'est vrai qu'au quotidien, quand j'ai mon ratio affiché, je suis content. Claude? Je vais peut-être en parler avec les nouveaux appareils de monitorage. On va revenir sur le monitorage péropératoire qui sont des appareils plug and play. Et avec le progrès des stimulateurs de nerfs, bien sûr, on peut calibrer, c'est peut-être mieux, mais en routine, la calibration n'est plus aussi nécessaire qu'elle l'a été pendant des années avec des appareils qui avaient moins de fiabilité et surtout qui étaient moins performants. Donc en routine, ne pas calibrer n'est plus un problème comme ce l'était avant. Ça, je crois qu'il faut le dire aux gens. On met l'appareil, les électrodes, le capteur, et en général, on a un signal robuste, surtout quand on a pris l'habitude de l'installer correctement, ce qui va très vite. Puis pour compléter, maintenant on a quand même un moniteur qui ne nécessite plus de calibration, puisqu'il a un capteur tridimensionnel et qui facilite aussi le monitorage, parce qu'effectivement ça simplifie les choses que de dire systématiquement qu'il faut calibrer. Donc vraiment l'objectif, c'est vraiment qu'on fasse passer des messages robustes et simples. D'accord, donc si j'essaye de résumer ça, c'est oui pour le monitorage quantitatif. Ces recommandations nous aident à obtenir du monitorage, parce que là, il est recommandé, il faut monitorer. Et quand je vais faire mon marché, j'essaye de privilégier, sans dire de marque, des capteurs qui marchent, me donnent un ratio sans nécessité de calibration initiale, ce qui me simplifie la tâche au quotidien. On est tous d'accord là-dessus. Parfait. Donc, toujours pour rester dans le monitorage. Mais avant, sur la cœlioscopie, les collègues nous posent la question de est-ce que, parce que vous l'avez marqué dans les recommandations, est-ce qu'il y a un intérêt à curariser dans ce cadre-là, Je rappelle, ce patient, colectomie gauche, avec et sous cœlioscopie, est-ce que j'ai un intérêt à le curariser? Claude? Je peux répondre parce que toutes les études vont dans le même sens. Oui, la curarisation améliore les conditions chirurgicales péropératoires. Donc on a suffisamment de preuves. Les chirurgiens sont d'ailleurs en train d'aller plus loin parce que d'après leur base de données, il semblerait, mais là on sortirait de la RFE, que quand on ne curarise pas une cœlioscopie, on s'expose à un risque, en particulier lors de l'insertion des trocars, ce qui serait logique. Il y a eu un débat, devons-nous avoir un bloc modéré, c'est-à-dire garder une ou deux réponses au 34 à l'adducteur du pouce, ou donner des doses de curare qui vont entraîner la disparition des 4 réponses à l'adducteur du pouce, mais on peut toujours monitorer, on en reparlera par le compte post-tétanique. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas encore suffisamment de littérature pour dire
on doit passer en bloc profond. Le seul conseil de bon sens qu'on pourrait donner à nos collègues anesthésiques, vous êtes en bloc modéré, si tout se passe bien, continuez. Il y a quelques études qui semblent montrer que quand on est dans des situations chirurgicales un peu difficiles, on peut passer en bloc profond, mais c'est ce qu'il faut bien insister sur les RFE, nous n'avons pas conclu parce que nous n'avons pas encore suffisamment de données, mais probablement dans des conditions un peu difficiles, le bloc profond va aider nos collègues chirurgiens à obtenir de meilleures conditions, comme par exemple une visibilité équivalente avec de moindres pressions d'insufflation. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles pour les internautes bloc modéré, bloc profond, en termes de définition? C'est usuel, mais je préfère qu'on le rappelle. La définition maintenant est bien acquise. On a tous appris qu'on réinjectait une dose de curare quand on avait au moins 2 réponses au train de 4 à l'adducteur du pouce. Donc un bloc modéré, c'est jusqu'à 2 réponses au train de 4 à l'adducteur du pouce. On a une 3e réponse, on est sorti du bloc modéré. Quand on veut une curarisation profonde, on donne une dose suffisante ou on réinjecte une dose pour avoir la disparition des 4 réponses au train de 4 à l'adducteur du pouce. Et tous les matériels de monitorage actuels possèdent une fonction compte post-tétanique. Il suffit d'appuyer sur ce compte post-tétanique. C'est, je le rappelle, un tétanos suivi de stimulation toutes les secondes après un temps libre de 3 secondes. Et on compte le nombre de réponses. Enfin, plus exactement, avec les moniteurs quantitatifs, c'est la machine qui va nous afficher le nombre de réponses. Et un bloc profond, c'est entre 1 et 5 réponses qui restent au compte post-tétanique à l'adducteur du pouce. Et on sait que dès qu'on va avoir 8, 9, voire 10 réponses au compte post-tétanique, on sort du bloc profond pour revenir dans le bloc modéré. Donc le compte post-tétanique est intéressant parce que c'est comme ça qu'on monitore le bloc profond en gardant notre stimulation à l'adducteur du pouce. Et d'autre part, ça permet, dès qu'on a 8 ou 9 réponses, de prédire qu'on va repasser en bloc modéré. D'accord. Christophe, pareil, Alors, oui, bien sûr, pareil que Claude, bien sûr. Un tout petit complément. L'avantage de maîtriser le compte post-tétanique, c'est pas compliqué, il suffit d'appuyer sur un bouton. Encore faut-il comprendre effectivement, mais Claude l'a rappelé, en quoi ça consiste. Court tétanos, ça booste la plaque motrice et ça va révéler des niveaux de curarisation profonde. Donc ça explore lorsque vous avez 0 réponse au train de 4. Vous êtes où? Est-ce que vous êtes juste en dessous, très profond? Donc c'est, de mon point de vue aujourd'hui, indispensable qu'on maîtrise ce type de monitorage. Ça permet de savoir où on en est, de pouvoir, comme l'a précisé Claude, avoir une anticipation sur la durée de curarisation qui va rester. Ce qui me semble important, c'est d'avoir une interface honnête et sincère avec le chirurgien. Quand on a un chirurgien qui se plaint d'avoir un défaut de curarisation et qu'on est sur une chirurgie susmésocolique, célioscopique, il suffit de regarder, le champ opératoire et on voit très bien que le chirurgien n'est pas confortable. Et si vous avez des doutes avec le compte post-tétanique, vous avez quelque chose de très objectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un compte post-tétanique qui est en dessous de 5 réponses, votre malade est bien curarisé. Donc vous pouvez dire au chirurgien, écoute, voilà, je suis désolé, mon malade est bien curarisé, donc ton problème n'est pas le problème de la curarisation. Et souvent, on ne sait pas si on ne fait pas ce type de monitorage. La deuxième chose, juste pour revenir sur le compte post-tétanique, et la raison pour laquelle on doit absolument maîtriser cette approche, c'est qu'on en a besoin si on utilise l'agent de réversion qu'est le Sugamadex pour pouvoir adapter les doses à injecter en fonction du niveau de curarisation. Donc il faut absolument maîtriser ce compte post-tétanique. Donc là, je me permets que j'ai la parole pour insister sur le fait qu'il faut absolument que tous les professionnels de l'anesthésie utilisent ce type de stimulation et le maîtrisent. C'est simple, mais il faut bien le saisir. Est-ce qu'il y a des moniteurs, toujours sans citer de marque, qui, une fois qu'il y a 0 réponse au TOF, basculent automatiquement vers un PTC ou l'action doit être réalisée de façon manuelle? Je peux répondre, il y a effectivement un moniteur qui a une fonction effectivement où il va basculer en PTC automatiquement quand on a 0 réponse au train de 4. Leur diffusion, et on sait qu'ils vont être utilisés aussi par d'autres sociétés savantes,
ce genre de matériel ou de mode de fonctionnement va probablement se développer. Très bien. Alors, on va venir un peu sur la décurarisation parce que les questions tombent sur la décurarisation. Il y a beaucoup de questions sur le niveau optimal. Est-ce que si j'ai du 0,6, je dois encore antagoniser ou pas? Donc, je pense qu'il faut refaire un peu le point sur cette décurarisation. Et dans notre cas clinique, hein, on reprend la cellio. Je me retrouve avec un patient qui a une réponse au train de 4. On est sur la fermeture. Qu'est-ce que je dois faire? Toutes les études vont dans le même sens. Il n'y a pas de discussion là-dessus. À chaque fois qu'on a un rapport T4 sur T1 à l'adducteur du pouce inférieur à 90%, on est exposé à des complications respiratoires post-op qui vont de la simple désaturation en salle de réveil, la nécessité d'entraîner une subluxation, voire dans certains cas des complications avec des troubles de la déglutition qui peuvent conduire à des complications respiratoires post-opératoires plus sévères à type de pneumopathie. Donc tout patient qui a un train de 4 inférieur à 90% à l'adducteur du pouce est exposé à ce genre de complications. À partir du moment où effectivement ces données sont des données extrêmement robustes, ça veut dire que, il faut détecter cette curarisation résiduelle, et la meilleure façon de détecter cette curarisation résiduelle, et même l'unique façon de détecter cette curarisation résiduelle, c'est le monitorage instrumental. Donc, on est tous d'accord, on arrête, hein, la clinique, ça ne sert à rien, il n'y a que le monitorage, d'où l'intérêt absolu du monitorage. On est d'accord, et ces recommandations, ce n'est pas par hasard si elles arrivent à un moment où on dispose désormais de moniteurs fiables. Donc, tout patient qu'on sort du bloc opératoire doit avoir un rapport T4 sur T1 supérieur à 90%. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Soit ça a duré 4 heures, 5 heures, mais il faut quand même monitorer pour s'en assurer. Il faut l'objectiver au même titre qu'on note sur notre feuille d'anesthésie le pouls, la tension, la saturation. Je pense que maintenant, sur la feuille d'anesthésie, doit apparaître clairement le nombre de réponses au train de 4, le PTC ou le rapport T4 sur T1. Et à partir du moment où on veut le faire, eh bien, il faut forcément élargir les indications de la décurarisation. Le papier qui a été fait par Bertrand Debanne et Benoît Plot d'ailleurs, il y a plus de 600 patients, que des femmes jeunes qui n'ont aucun antécédent. Il n'y a pas d'insuffisance rénale, il n'y a pas d'insuffisance hépatique. Eh bien, ces femmes jeunes recevaient une dose unique de curare, n'étaient pas en surdosage, et 90 minutes à 2 heures après un simple bolus, un tiers de ces femmes jeunes sans antécédent, je le répète, avaient encore un rapport T4 sur T1 à l'adducteur du pouce inférieur à 90%. Donc il faut être extrêmement large sur la décurarisation avec un élément important, et je crois que c'est la force de notre pratique en France, c'est qu'on a toujours dit qu'on devait antagoniser le patient en fonction des données du monitorage. Et j'insiste là-dessus, l'antagonisation d'un patient ou la réversion par-dessus Gammadex impose l'utilisation d'un monitorage et ne doit jamais être fait à l'aveugle au prétexte que le patient a été curarisé il y a 60 ou 90 minutes, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait à ce moment-là. Donc c'est vraiment un couple indissociable, monitorage, antagonisation ou réversion. D'accord, donc je crois que là, il y a un message qui est très fort. C'est même si on est à 1 heure, il y a encore un nombre non négligeable de patients qui ont un rapport inférieur à 0,9 et qui nécessitent qu'on objective le fait qu'il faut les antagoniser. Tu es d'accord avec ça, Benoît ? C'est un des points forts de cette RFE. On a été plus loin dans les recommandations. Même pour des niveaux faibles de curarisation résiduelle, on recommande la décurarisation pharmacologique. Et il y a une cohérence en rendant systématique le monitorage. Il y aura une traçabilité dans le dossier, une conduite. La décurarisation peut être spontanée pour peu qu'elle soit objectivée et qu'on ait obtenu une valeur aux alentours de 0,9. Si ce n'est pas le cas, on adapte le traitement selon le curare employé et le niveau de récupération. Donc tout à fait, là-dessus, on s'est vraiment positionné. Alors désolé d'insister, mais il y a un internaute qui demande quelles sont les complications objectives qu'on a lorsqu'on a un rapport T4 sur T1 à 0,6. Les études sur 2000, et l'étude populaire, c'est encore plus important parce que c'est sur 20 000 patients. Déjà, dans les études de Murphy avec 2000 patients, objectivement, tous les patients qui avaient fait des complications respiratoires dans sa série, c'est très important,
avaient tous un rapport T4 sur T1 inférieur à 90%. Donc ça va, comme on l'a dit, ces complications, elles vont de la désaturation modérée qui entraîne une oxygénodépendance du patient en salle de réveil dans les premières minutes. C'est de temps en temps la nécessité de rester à côté de lui pour lui subluxer le maxillaire ou mettre une canule de Guédel. Et puis après, il y a des complications qui sont plus sévères et surtout qui vont pouvoir entraîner l'allongement de la durée d'hospitalisation, qui sont les pneumopathies. Il faut se souvenir que les derniers muscles de l'organisme à se décurariser, ce sont les muscles impliqués dans la protection des voies aériennes supérieures. Donc tant qu'on n'a pas un rapport T4 sur T1 égal à 90%, eh bien, on est exposé à des troubles de la déglutition. Et c'est vrai qu'on ne voit pas forcément nos patients, surtout avec le développement de l'ambulatoire, au 2e, 3e jour. Et on se retrouve avec des patients qui font des pneumopathies pour lesquelles la curarisation a pu jouer un rôle important. D'accord, donc... On a une responsabilité dans la prise en charge de cette curarisation résiduelle. Et on est dans la médecine. C'est ça. Ça ne s'arrête pas au bloc C'est ça, opératoire. absolument. Mais il y a un pas à franchir avec la décurarisation systématique. On parle de ratio à 90%. Ça veut dire qu'on a une 4e réponse. On a été beaucoup interrogé par nos collègues sur quid d'injecter quand on n'a que 3 réponses. Alors, il faut savoir que l'ancienne conférence de consensus, qui datait de 99 et qui était déjà un progrès important dans nos pratiques, disait à l'époque on peut donner de la néostigmine dès qu'on a 2 réponses au train de 4. Or, il y a eu des études depuis qui ont montré qu'on ne gagnait rien, c'est-à-dire injecter de la néostigmine, qui est un bon produit, pas cher, mais qui est d'action lente, hein, il faut le savoir. On n'antagonise pas avec la néostigmine, on n'a pas d'effet en 1 ou 2 minutes. On peut redonner les effets, parce que je pense que c'est important, voilà. le minutage. Voilà, donc avec la néostigmine, si vous donnez, en espérant gagner du temps, la néostigmine à 2 réponses au train de 4, vous n'avez aucun bénéfice par rapport au fait d'attendre la 4e réponse et d'injecter à la 4e réponse. Et le délai d'action, qui est différent de l'action, le délai d'action, c'est quelques minutes, mais avec injection de néostigmine à 4 réponses au train de 4, il faut quand même compter 15 à 20 minutes pour que les patients soient totalement décurarisés, c'est-à-dire toujours avec notre fameux rapport T4 sur T1 supérieur à 90%. En tout cas, après administration de néostigmine, on ne peut pas s'attendre, si on l'a fait à la réapparition de la 4e réponse, à un rapport T4 sur T1 à 90% en moins de 10 minutes. Parce que c'est lié à son mécanisme d'action. Et qui est d'autant moins fréquent sous-halogéné dans le temps imparti, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Hein, ça va allonger le délai d'action de la néostigmine. Et puis surtout, avec 2 réponses au train de 4, la néostigmine, dans un pourcentage élevé de cas, vous n'obtiendrez pas 90%. Et même à 4 réponses, hein, il y a... Alors, c'est effectivement le cas, mais c'est encore plus le cas à 2 réponses. C'est pour ça qu'on s'est positionné très clairement sur cette partie-là, c'est 4 réponses visuelles pour pouvoir utiliser la néostigmine. Et est-ce qu'il n'y a pas un pic d'action et après ça redescend avec à 20 minutes après un peu plus de patients qui sont au-dessous de ce ratio de 0,9 ? Non, ce qu'on voit par contre, c'est quand la néostigmine, et c'était la pratique des pays anglo-saxons et surtout des États-Unis où on injectait la néostigmine à l'aveugle, c'est-à-dire sans avoir de réapparition spontanée des réponses au train de 4, où là effectivement on a un effet transitoire de décurarisation avant d'avoir un patient dont la curarisation va plafonner, voire même être plus importante. L'autre chose qui est importante à signaler, c'est tous ces travaux s'étaient faits avec des doses assez élevées. Et là aussi, la RFE s'est positionnée sur la dose, une dose à ne pas dépasser entre 40 et 50 microgrammes kilo. Car les travaux que citait Claude Mestelman, c'est aussi des travaux qui utilisaient des doses plus élevées. C'était 70, hein, c'était jusqu'à 70. Et on sait qu'à ces doses-là, il y a des effets délétères de fatigabilité musculaire. Donc vraiment, encore une fois, on risque de se répéter. Mais c'est vraiment le monitorage qui va guider la bonne dose de néostigmine. Donc, 40 microgrammes avec 20 microgrammes, voire 15 microgrammes kilo d'atropine. Alors, on se simplifie la vie. Il y a des gens qui disent, est-ce que je fais l'atropine avant la néostigmine? Est-ce que je la fais après? Faisons les choses simples, on injecte les deux au même moment, voire dans la même seringue. Il n'y a pas d'interaction et c'est terminé.
Mais on continue à monitorer parce qu'il suffit par exemple que vous trompiez de seringue ou que vous ayez injecté à l'envers dans le flacon de perfusion. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait la néostigmine, mais c'est aussi vrai pour le Sugamadex, qu'on arrête de monitorer. On monitore jusqu'à ce qu'on ait objectivé un rapport T4 sur T1 supérieur à 90%. On a une grande variabilité interindividuelle. Ouais. Quand je dis grande, c'est-à-dire que la déviation standard est aussi importante que la moyenne. Donc c'est effectivement 10-15 minutes. Ce n'est pas une distribution normale, ça. À 4 réponses. C'est 10-15 minutes à 4 réponses. Si on le fait à 2 réponses, c'est plutôt 30 minutes. Personne n'attend 30 minutes. Non. En tout cas, pas moi. Ouais. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on dit allez-y pour 4 réponses, surtout qu'on ne va pas gagner de toute façon de temps. Et puis, il y a une grande variabilité interindividuelle, donc ça justifie pleinement de monitorer et de vérifier que votre patient arrive bien à 90% avant de l'extuber. Et quand on a dit ça, ça veut dire que quand on peut, pas toujours, mais quand on peut, il faut donc anticiper autant que c'est possible, parce que les moniteurs, ils ont beaucoup progressé, mais quand votre patient commence à se réveiller et commence à se mobiliser, les moniteurs, ils sont plus fiables, puisque le patient a ses propres mobilités. Donc ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir, et quand on peut anticiper, il faut anticiper sur la réversion pharmacologique de façon à pouvoir s'assurer dans les conditions normales que votre patient est bien récupéré. Ok, je crois qu'on a fait un bon point sur la décurarisation. Moi, j'ai envie de bouger un peu sur un autre cas clinique qui est très attendu, vous êtes très attendu. Alors, c'est les thyroïdectomies totales. Thyroïdectomies totales qui se font de plus en plus sous le contrôle du nerf récurrent, qu'on appelle NIM. Et donc, sur les retours du terrain, c'est est-ce que c'est incompatible ce monitorage avec une curarisation pour faciliter l'intubation, en sachant qu'une sonde de monitorage du nerf récurrent, c'est une bonne grosse sonde avec un risque traumatique. Qui c'est qui veut répondre? Gilles? Je veux bien tenter de répondre à cette question. En effet, on a vu de plus en plus de chirurgiens repérer le nerf récurrent avec l'électromyographie du muscle adducteur laryngé. Inévitablement, le débat est survenu sur l'utilisation des curares dans les stratégies d'induction, étant donné qu'il faut la fonctionnalité du muscle pour pouvoir avoir une efficience de cette électromyographie. Alors, quand on regarde un peu la littérature sur le sujet, on a 5 stratégies possibles. La stratégie, on n'utilise pas de curare. Ça peut être envisagé en tant que tel. Comme tu l'as très bien dit, Lionel, c'est que la mise en place d'une sonde de neuromonitorage, c'est précis, avec une électrode à l'extrémité de la sonde d'intubation qui doit être placée exactement entre les cordes vocales. Donc inévitablement, si on n'a pas une anesthésie suffisamment profonde, eh bien, on ne sera pas dans les bonnes conditions de visualisation des cordes vocales et du positionnement. Et donc on s'expose dans ce cas-là à des lésions des cordes vocales. Ça, c'est la première chose. C'est possible de le faire sans curare en utilisant potentiellement du rémifentanil à forte dose, 4 microgrammes kilo. On a des conditions qui seraient à peu près similaires aux conditions qu'on a avec le succinétanium, mais attention, on est sur des doses importantes d'opiacés. N'oublions pas l'hyperalgésie induite aux opiacés. On a fait un travail dans l'équipe où on a bien démontré qu'il y avait de la douleur persistante après thyroïdectomie et que l'un des facteurs de risque était l'utilisation des morphiniques comparé à un groupe où on utilisait le bloc plexique cervical superficiel. Donc attention à l'hyperalgésie. Deuxième stratégie dans la littérature, l'utilisation du succinétanium. Le débat est clos maintenant puisque le succinétanium, l'indication, c'est dans la chirurgie non programmée. Donc là, on est dans la chirurgie programmée jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, donc là, pas d'oxysamétonium. Donc, quelles sont les autres stratégies? Troisième stratégie, c'est l'utilisation des curares aux doses habituelles. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Il suffit de regarder la cinétique de décurarisation du muscle, donc laryngé. C'est un muscle qui se décurarise extrêmement rapidement. Lorsqu'on fait le monitorage sur l'adducteur du pouce, on peut avoir 0 réponse, mais avec un muscle adducteur du laryngé qui est décurarisé. Et donc on l'a vu, c'est des études qui sont anciennes, qui ont été démontrées. Au bout d'une vingtaine de minutes, le muscle adducteur laryngé est décurarisé. Quand on regarde le temps d'installation, le temps d'incision, le moment où le chirurgien va arriver sur le nerf récurrent, c'est un délai qui est totalement compatible avec l'utilisation des curares aux doses habituelles. Ça, c'est une information qu'il faut savoir donner aux chirurgiens. Quatrième et cinquième rapidement parce que le temps est rapide. Quatrième solution, utiliser des doses un peu moins importantes de curare, demi-dose, 0,3 mg/kg de rocuronium. C'est intéressant ça.
Honnêtement, je ne le pense pas, puisqu'on est sur une cinétique de décurarisation du muscle qui est tout à fait compatible avec l'utilisation des doses habituelles, où on aura des conditions d'intubation qui seront meilleures. Et enfin, donc, qui est une stratégie, à mon sens, trop coûteuse pour le bénéfice, utilisation du rocuronium à 0,6 mg/kg et d'injecter du sugammadex à l'incision, donc à 2 mg/kg. Donc, ça a été étudié dans les études. Pour autant, eh bien, je crois que le bénéfice n'est absolument pas relevant pour pouvoir utiliser cette stratégie. Donc le message clé, on peut utiliser des curares aux doses habituelles. Rappelons-nous simplement que la cinétique de décurarisation du muscle laryngé permet d'envisager cela. Il faut un délai d'une vingtaine de minutes qui est compatible avec la visualisation, en tout cas l'approche du nerf récurrent avec les chirurgiens. D'accord, parfait. Je crois que la réponse, elle est remarquablement claire. Donc, c'est oui et pas de rocuronium, hein, compte tenu de la cinétique d'action et du rapport coût-bénéfice. Alors, on va aborder l'obèse, hein, parce que là, les questions n'arrêtent pas. C'est l'obèse, le poids réel, le poids idéal. Je croule sous les questions. Donc, on va aborder le cas clinique de l'obèse. Je crois que l'obèse, il faut complètement démystifier le problème. Effectivement. Donc, l'obèse, IMC supérieur à 42, mon idée, c'est que je le prends en circuit court. Comment je gère les doses? Je m'y perds. Alors, je crois qu'on va rester très simple. Soit on donne la dose sur le poids idéal parce que les curares ne se distribuent pas dans la graisse. Et souvent, on a des délais de curarisation qui sont courts et qui vont être incompatibles avec la majorité des gestes chirurgicaux, à commencer par la chirurgie bariatrique, même une simple sleeve gastrectomie. Donc ce qu'on peut recommander, c'est du bon sens, ne pas faire de curare sur le poids réel, ça c'est clair. Donc après, on peut soit se baser sur le poids idéal plus 20%, une fourchette entre poids idéal plus 20% et poids idéal plus 40%. Mais comme les curares ont tous une variabilité interindividuelle, ce qui est très simple et ce qui est peut-être le plus important, c'est de monitorer. Donc, obèse, message très simple, entre le poids idéal plus 20% et 40% pour la dose, et surtout, vous monitorez votre patient, c'est encore plus important parce qu'il y a différents types d'obésité. Voilà, je crois qu'on peut clore le débat sur quelque chose qui doit rester extrêmement simple. Si je puis me permettre, d'un point de vue purement pharmacologique, les curares non dépolarisants sont des molécules hydrosolubles. On devrait utiliser le poids masse maigre. Le poids masse maigre, quand on fait les calculs, eh bien, on est, ce que Claude vient de dire, on est sur un poids idéal majoré de 20%. Si on veut être tout à fait clair, il y a même une formule qu'on appelle le poids ajusté, qui est le poids idéal, plus 40% de l'excès de poids, qui va tomber complètement dans ce que Claude vient de dire. Donc au final, on est un petit peu plus que le poids idéal, mais c'est le monitorage qui permet tout simplement d'adapter au mieux la qualité de notre curarisation. Alors c'est quoi mon poids idéal? Parce qu'il y a une multitude de formules, il y a le Lorenz, il y a le Greff, Utilisons cette formule simplifiée qui est taille moins 100 pour l'homme et taille moins 105 ou 110 pour la femme. Ça nous permet d'avoir donc une idée du poids qui est dit idéal et on n'est pas à 1 ou 2 kilos près. Donc soyons simples, on a cette formule taille moins 100 ou taille moins 105, 110, ça ne pose aucun problème d'utiliser ce type de formule. Voilà. D'accord. Donc là, typiquement, je crois qu'il faut démystifier la prise en charge de l'obèse, il faut être simple et rester donc sur le poids idéal. Pour la décurarisation et en particulier la néostigmine. Dans la conférence de consensus, mais je vais peut-être laisser la parole à Benoît, on avait dit poids idéal. Globalement, le poids idéal pour la néostigmine ou le sugammadex, effectivement, est une formule satisfaisante. En tout cas, il faut savoir que quand on utilise du sugammadex, on rallonge environ 30 secondes quand on se base sur le poids idéal par rapport au poids total. Donc, c'est ce qui fait quand même une économie de dose importante. Voilà, on reste extrêmement simple là-dessus, poids idéal. Moi, chez l'obèse, je fais quoi là? Si j'ai un curare à choisir avec une stratégie de décurarisation. Je crois que chez l'obèse, on est justement, comme tu viens de le dire, sur une stratégie.
Il faut savoir que l'obèse a une particularité, c'est la désaturation. La tolérance à l'apnée est extrêmement mauvaise chez ce patient. Donc ça veut dire qu'un obèse, plus on l'intube vite, et mieux c'est. Pour l'intuber vite, il faut un curare de délai d'action rapide. Au jour d'aujourd'hui, le rocuronium nous permet d'envisager ce délai très court qui nous permet d'intuber dans de bonnes conditions et rapidement le patient. Donc si on est sur une stratégie d'utilisation du rocuronium, inévitablement, l'antagoniste qu'on utilisera de préférence, c'est le Sugamadex. Le Sugamadex parce que finalement, on a quand même une prédictibilité de la décuralisation qui est bonne. Rappelons que pour la néostigmine, les études convergent sur le fait que le délai est beaucoup plus important chez l'obèse. Et par ailleurs, dans le mécanisme d'action de la néostigmine, on a un effet plafond constaté sur ces effets anticholinestérasiques. Et donc, dans ce contexte-là, qu'on augmente les doses ou pas, de toute manière, l'effet plafond est d'environ de 11%. Donc, ce qui fait que, finalement, la néostigmine en tant que telle, avec cet effet plafond, chez l'obèse, on n'a pas augmenté les doses, donc ça a convergé vers plutôt d'utiliser le poids idéal ajusté à 20 ou 40%. Voilà. Donc, poids idéal. Le poids idéal. Hein? Et jeter de la confusion parce qu'au départ, quand le Sugamadex a été mis sur le marché, c'était poids réel, mais il n'avait pas les études réalisées chez l'obèse. Depuis, elles ont été faites notamment par des équipes françaises qui montrent bien, c'est sur la masse idéale qu'il faut raisonner. Et pour la néostigmine, on n'avait pas beaucoup de papiers, mais on en avait quand même un certain nombre. Si on raisonne sur le poids réel, on surdose en néostigmine et on revient sur la discussion tout à l'heure, on est en surdosage de néostigmine avec ses effets secondaires propres. Donc dans les deux cas, il faut raisonner sur une masse idéale avec les formules approximatives qui permettent au quotidien de s'en sortir. Donc stratégie et cohérence, et donc on est vraiment sur du poids idéal. Curare non dépolarisant, agent de décurarisation, masse idéale pour tous ces produits. Parfait. Alors, le cas clinique qui agite beaucoup nos collègues. C'est le sujet jeune qui vient pour une germectomie et il va avoir une extraction de dents de sagesse. La sécurité veut qu'il soit intubé. On dit qu'il faut utiliser des curares pour intuber. Est-ce que ce cas de figure-là, je dois utiliser des curares pour faciliter l'intubation d'un geste qui dure 10 minutes dans les bonnes cliniques, un peu plus long avec le jeune interne ou assistant, mais dans tous les cas inférieur à la demi-heure. Est-ce que je dois faciliter l'intubation avec un curare? Qui veut répondre? Moi, c'est une. On prend le chef. On prend le chef. Au-delà d'avoir coordonné la RFE, je crois qu'il faut aussi voir les limites de l'exercice de la RFE. Je crois que c'est rappelé d'ailleurs dans le texte. Il faut aussi, s'approprier ces RFE et deux, tenir compte du contexte dans lequel on travaille. L'exemple que tu donnes, c'est effectivement la situation de il faut intuber, geste court. Jusqu'à décembre 2017, et la RFE de 99 l'avait mis, on pouvait utiliser le suxamétonium pour faciliter l'intubation d'un acte programmé. ANSM 2017 retire cette possibilité et la réserve à l'urgence, induction en séquence rapide notamment. Donc il faut raisonner autrement. Alors, ce qu'on va perdre en qualité d'intubation, eh bien, on va devoir majorer, si on fait un protocole d'intubation sans curare, la dose de morphinique. Et les protocoles ont été rappelés tout à l'heure par Gilles avec du rémifentanil ou de l'alfentanil, comme ça a été recommandé longtemps. Il y a un prix à payer, c'est un retentissement hémodynamique plus important, des conditions d'intubation qui ne seront pas superposables, mais c'est une balance bénéfice-risque. Et tu l'as rappelé, c'est souvent des sujets jeunes sans antécédents. Ça, c'est la première option. La deuxième option, alors dans la question intubation et curare, il y avait aussi des populations qui ont été étudiées où la dose de curare était la demi-dose. Oui. On a un bénéfice de la demi-dose par rapport à l'absence de curare, mais on avait trop peu de données pour conclure. Donc ce serait la deuxième option, c'est utiliser un curare non dépolarisant à demi-dose. Il n'y a pas de données dans la littérature dans cet exemple-là. Ça veut dire que je monitore derrière. Je monitore bien entendu, et je peux me mettre dans les conditions à 15-20 minutes d'avoir des conditions d'utilisation d'un agent décurarisant. Et puis la troisième option, ça a été rappelé pour la théorie tout à l'heure, c'est d'utiliser un curare à pleine dose, mais où j'ai la porte de sortie rapide avec un agent décurarisant spécifique.
Donc après, on fait son choix. Je crois que le cas clinique que tu présentes, un patient sans antécédent, chirurgie courte, même si on n'aura pas les mêmes conditions d'intubation, une intubation sans curare bien conduite avec une bonne dose de morphinique, eh bien c'est quelque chose, une option qui peut être retenue. Voilà. Donc on s'adapte à la pratique. On précise bien sur le patient ASA1, Oui. A2. Oui. Est-ce qu'on peut généraliser Non. ça? Certainement pas, parce Voilà. qu'on sait que les curares, et ça a été... alors ça, on pourrait revenir sur l'histoire de la curisation, mais un des bénéfices de la curisation, c'est l'épargne hémodynamique des agents hypnotiques et morphiniques. Il y a plein de données dans la littérature, soit à l'intubation ou pendant la conduite de l'anesthésie. Ça a été la grande révolution. Avant, on n'avait que 2 produits pour faire des chirurgies majeures. L'arrivée des curares a eu incontestablement un effet d'épargne hémodynamique. Et on sait aujourd'hui que l'impact de la mauvaise conduite ou de l'instabilité hémodynamique péropératoire a des conséquences post-opératoires avec des grandes études, notamment qui ont été conduites en France. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on a une vigilance. Mais là, tu me posais une question très pratique, sur un cas très pratique d'une chirurgie ultra courte. Voilà la réponse que je peux faire au mieux de la connaissance et de l'utilisation de la RFE. Donc toujours, on revient à l'obèse, question d'internaute. Ok, mais si je fais du rémi chez l'obèse, est-ce que j'ai les mêmes conditions avec une intubation sous rocuronium ou cellocurine, avec peut-être un risque accru d'hypotension. C'était pas la question. La question, c'était là tu reviens, c'était la. Non, mais c'est l'internaute les internautes qui reviennent sur. Plus la germectomie, je peux généraliser. C'est plus la germectomie, c'est sur l'obèse. Non, on ne peut pas généraliser. D'accord. Je crois que chez l'obèse, clairement, la curarisation permet cette intubation extrêmement rapide qui évite cette morbidité de l'hypoxie périopératoire et de cette très mauvaise tolérance à l'apnée. Donc il faut être extrêmement vigilant. D'accord. S'il y a une contre-indication à l'utilisation des curares, c'est une solution envisageable, mais on est quand même dans l'exception. Donc il y a plein de questions sur le bénéfice, dans cette situation, bénéfice risque allergique. Est-ce qu'on peut faire un point sur le risque allergique? Claude? Le risque allergique, je veux dire, il faut quand même le moduler parce qu'on sait depuis un certain nombre de travaux d'équipes françaises en particulier que, d'abord, il faut être sûr que ce soit une allergie. On voit quand même dans les consultations d'allergo-anesthésie qu'il y a un certain nombre de cas qui sont étiquetés allergie au curare qui ne le sont pas. Ce qui est important, c'est le double message, c'est que quand on a un accident allergique, quel que soit l'agent, à partir du moment où on sait utiliser l'adrénaline aux bonnes doses et surtout remplir les patients, dans plus de 95% des cas, l'accident allergique va se résoudre grâce à ce double traitement. Et ce qu'on voit dans les accidents allergiques qui ont un retentissement sévère, c'est très souvent un retard de remplissage. Et on le rappelle, les accidents allergiques, ça peut être les curares, ça peut être les antibiotiques. Or, on n'arrête pas les antibioprophylaxies parce qu'il y a des accidents allergiques aux antibiotiques. Donc je pense qu'il faut avoir un message assez clair. C'est si vous avez une suspicion d'accident allergique, et vous ne saurez l'agent en cause que plus tard, et d'autre part, dans la moitié des cas, vous avez des allergies croisées entre les molécules, il faut donner les bonnes doses d'adrénaline et pas donner de l'adrénaline à l'aveugle, 1, 2, 5 mg comme on le voit déjà, ce qui peut conduire des fois à des pathologies type Takotsubo et surtout remplir un patient, passer 3 à 5 litres à un patient qui a un accident allergique péropératoire, c'est souvent la règle. Question d'internaute, Sugamadex, si j'ai un choc anaphylactique, je fais pas. Le Sugamadex est un excellent produit qui permet, je le rappelle, de décurariser les patients en 2 minutes. Gardons-lui ses indications. Il permet d'antagoniser non seulement des curarisations, des blocs modérés, mais des blocs profonds. C'est le seul agent, je crois que c'est très important à dire. Mais est-ce que tu en fais dans un choc anaphylactique? Alors, on a publié un premier cas où ça avait marché, mais probablement les cas où le Sugamadex aurait été, entre guillemets, efficace dans des chocs anaphylactiques, c'est parce qu'il a été injecté un peu quand on ne savait plus quoi faire, au moment où le remplissage commençait à faire son effet, mais on n'a pas d'argument. Il n'y a aucune preuve en fait. Il n'y a aucune Donc preuve. On n'en fait pas. On n'en fait pas Il a un risque dans les chocs anaphylactiques. D'accord.
Alors, c'est toujours pareil, on est dans des situations aiguës, on n'aura jamais la réponse. Voilà. Il y a des cas cliniques où ça Voilà. fonctionne et on sait très bien qu'on rapporte les histoires qui se terminent bien, mais Oui. il y a des histoires qui- où ça n'a pas fonctionné et on ne les a pas rapportées. Donc on ne s'est pas positionné Voilà. là-dessus. Mais ce n'est pas une erreur, effectivement, quand on a un choc anaphylactique sévère, de se dire je vais essayer le Mais Sugamadex en n'oublions plus du pas, remplissage. voilà. Voilà. Mais n'oublions pas ce qu'a dit Claude, remplissage, adrénaline. Remplissage, adrénaline, c'est le traitement. Voilà. On n'a pas parlé, on nous le reproche, d'un curare qui est le mivacurium. Quelle est la place du mivacurium? Par exemple, dans la germectomie, est-ce qu'on en fait ou on n'en fait pas? C'est un curare qui est un peu tombé en désuétude. C'est le seul curare d'action courte qui a une durée d'action d'une quinzaine à une vingtaine de minutes parce qu'il a effectivement un effet histaminolibérateur un peu marqué. Non, ce n'est pas accident allergique, hein, c'est histaminolibération pharmacologique avec éventuellement une chute tensionnelle associée. Maintenant, faire du mivacurium, qui est un curare qui est un peu tombé en désuétude dans une germectomie, n'est pas quelque chose qui me choque. La difficulté avec ce produit, c'est qu'on aura pour la décurarisation, la néostigmine fonctionne moins bien ou pas, compte tenu de son mécanisme d'action. Et puis, comme le rappelait Claude, il est tombé en désuétude aussi pour des raisons de variabilité interindividuelle qui étaient très importantes. Sans parler Avec de le risque, risque. sans parler du risque qu'il partage avec le succinétonium de la curarisation prolongée. Dans ma petite carrière, j'en ai eu quand même quelques-uns. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Voilà, exactement. Ça, c'est important. C'est un peu la loterie. Voilà. C'est ça. On injecte C'est ce ça. produit, c'est un peu la loterie. Il a une variabilité très importante, ce produit. On revient sur les gestes courts. Tout du moins, on reste sur les gestes courts. Autre geste court où on a besoin d'une curarisation, c'est la sismothérapie. Est-ce qu'il est toujours licite de faire de la cellocurine dans la sismothérapie? Oui, ça fait partie des recommandations qui restent du positionnement de la succinylcholine. Donc estomac plein, induction séquence rapide et les ECT. Et le laryngospasme. Il est important de le rappeler. Hein, car, alors, sur cette question-là, on était un peu embêtés parce que c'est la médecine factuelle. Hein. Je ne sais pas à toi que je vais dire le contraire, il faut toujours avoir des données dures. Mais clairement, il y a des accidents rapportés d'absence de curarisation qui vont de la simple fracture, la morsure de l'angle, la luxation. Donc la curarisation est indiquée dans cette procédure. Et le succinétonium fait partie des molécules à utiliser en première intention. Je crois que tous les experts sont d'accord là-dessus. Ah oui. Mais il y a peu d'articles, donc on va rester sur un avis d'experts entre nous. Très bien. Alors, quelques questions de pédiatrie sur l'utilisation des curares en pédiatrie. Est-il licite d'utiliser des curares en pédiatrie? Dans notre centre, on n'en utilise jamais. On peut répondre assez simplement. Ça, c'est quand même une particularité française. Quand on explique ça à nos collègues anglais ou américains ou d'autres pays d'Europe de l'Ouest, ils ouvrent des grands yeux parce que je pense qu'on a joué à se faire peur avec les curares. Je pense qu'il y a en plus des papiers de Jean-Michel Devis qui montrent que même chez l'enfant, la curarisation améliore les conditions d'intubation. Et d'autre part, à un moment en particulier, pour la chirurgie viscérale, pédiatrique, on fait de plus en plus de gestes par célioscopie. Alors, sous propofol pour l'intubation. Avec halogéné, ils n'ont pas montré, et d'ailleurs, ça qui a été les recommandations sur la prise en charge pédiatrique, où c'est stimulé vraiment si on utilise de l'anesthésie totalement intraveineuse. Tout à fait, Voilà. mais à partir du moment où on développe la chirurgie célioscopique chez l'enfant, ce qui est encore plus compliqué chez un petit, on peut quand même imaginer que comme chez l'adulte, même s'il y a peu d'études, la curarisation fait partie du meilleur moyen d'obtenir des bonnes conditions chirurgicales péropératoires. Le risque de perforation lors de la mise en place des trocars, il est au moins aussi important chez l'enfant que chez l'adulte. Et je rappelle que nous, on a eu un cas dramatique sur une appendicectomie de perforation vasculaire à l'insertion des trocars, perforation d'un vaisseau iliaque qui a conduit au décès. Bon, d'accord, on n'est plus dans le référentiel, on est dans le cas clinique. Mais c'est décrit. On ne sait pas si la curarisation aurait pu éviter la chose. Non, mais ce sont des choses qui sont dans tous les décrites. cas, on a des recommandations chez l'enfant qui sont de dire que pour faciliter l'intubation lorsqu'on utilise une anesthésie intraveineuse,
il y a un intérêt d'utiliser les curares. Je crois que c'était très important, cette RFE a été publiée quasiment en même temps, hein, et ils ont vraiment plus couvert une fenêtre, les experts, sur la partie curarisation et pédiatrique, et là-dessus on doit leur rendre hommage parce que je pense que ça facilite l'utilisation de ces agents chez l'enfant. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres précisions sur les gestes courts où on passe un peu au message important? Je pense qu'il est temps de résumer un peu avec le diaporama les messages importants qu'on a dit ce soir. Donc on va passer le diaporama avec ce qui a changé, en particulier sur la ventilation au masque. Oui. Hein, Gilles? Oui, tout à fait. C'est qu'avant l'administration d'un curare chez un patient préoxygéné, donc la préoxygénation est essentielle, hein, c'est à rappeler, ne pas considérer le test de ventilation au masque comme un procédé de sécurité. Et ensuite, l'amélioration des conditions de ventilation masque facial par les curares pour tous les patients en risque ou non de ventilation et d'intubation difficile. Dans ce contexte-là, eh bien, lorsqu'on est en difficulté, l'administration d'un curare permet d'aider la ventilation au masque. Ça, c'est une vraie nouveauté qu'il faut faire passer dans nos services, qui n'est pas simple à faire passer. Hein. La nouveauté, c'est toujours de la résistance. Mais je crois que c'est un message très important qu'il faut promouvoir. En tout cas, on est là ce soir pour le promouvoir. Alors, concernant maintenant l'intubation, Christophe, sur l'intubation, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? On enfonce le clou. Hein, on enfonce le clou par rapport au dernier référentiel, avec une recommandation d'un haut niveau. Il faut utiliser les curares pour l'intubation de la trachée, en sachant que ces recommandations s'appliquent à la population en général, et on en a discuté dans 2 situations où effectivement il peut y avoir des particularités de prise en charge de patients, où effectivement le positionnement du curare peut être ajusté. Ensuite, en ce qui concerne le niveau de décurarisation, en tout cas en ce qui concerne la chirurgie thyroïdienne, qui reprend un petit peu les particularités de la première recommandation sur curare et intubation, on en a discuté pour le cas clinique sur la chirurgie thyroïdienne, où effectivement a été rappelé que finalement c'est un faux problème dans cette chirurgie et que l'utilisation d'un curare non dépolarisant aux doses habituelles finalement est tout à fait possible en termes d'utilisation, puisque le temps que le chirurgien arrive effectivement sur le récurrent, eh bien l'adducteur laryngé sera décurarisé puisque c'est un muscle résistant et donc il y a une courbe il y a une cinétique de décurarisation qui est extrêmement rapide. Oui, je pense que c'est des messages aussi très clairs, très importants, avec derrière tout ce qui va être utilisation des curares pour faciliter l'intubation, la chirurgie. Claude, tu veux qu'on retienne quoi ce soir? Je crois que les choses sont claires. Oui, les curares, le débat est terminé, permettent d'améliorer les conditions chirurgicales, que ce soit par parotomie ou en chirurgie célioscopique. On aurait pu parler également de la chirurgie pulmonaire par thoracoscopie. Et bien entendu, qui dit utilisation d'un curare non dépolarisant dit obligatoirement monitorage. C'est comme si on faisait une anesthésie en disant c'est un patient jeune, je ne mets pas de saturomètre, ça ne serait même plus envisageable. Eh bien, quand on donne un curare, on doit monitorer systématiquement. En tout cas, c'est le message de la SFAR. C'est un message qui est fondamental. Il est indispensable en 2019 d'utiliser le monitorage de la profondeur de curarisation. Pour la suite, sur la décurarisation, ton message? Le message est très clair. Une curarisation résiduelle est définie par un rapport T4 sur T1 inférieur à 90%, et tout rapport T4 sur T1 inférieur à 90% expose au risque de complications respiratoires, que ce soit en SSPI ou ultérieurement dans les services d'hospitalisation avec les pneumopathies post-opératoires pour lesquelles la curarisation résiduelle est, semble-t-il, un facteur causal majeur. Alors si de tête, je suis sûr que tu es capable de le faire, tu nous récites l'algorithme en fonction des 2 situations cliniques de décurarisation. Je crois que je peux le faire. Donc, néostigmine, bon agent décurarisant, pas cher, mais qui a des limites d'utilisation, qui est utilisable aussi bien avec les benzylisoquinolines
que le atracurium, cisatracurium, Avec tout que le cura. rocuronium, mais ne peut être fait que quand le patient est déjà bien décurarisé, c'est-à-dire 4 réponses au train de 4 à l'adducteur du pouce. Donc ça, c'est la vraie nouveauté. Ça, 4 réponses. 4 On ne réponses. décurarise plus à 3 réponses. On attend la décurarisation naturelle dès l'obtention de la 4e réponse. Là, on peut y aller. Car c'est la seule façon, attendre la 4e réponse, d'être sûr que notre patient va récupérer un rapport T4 sur T1 à 90%. Et il faut savoir qu'il faudra entre 10 et 20 minutes, et plutôt 20 minutes, pour garantir un rapport T4 sur T1 à 90%. Et on monitore notre patient jusqu'à avoir objectivé le fait qu'il n'a plus de curarisation résiduelle. Donc il y a un facteur temps, aussi bien dans le choix de l'induc du moment où on va l'injecter que dans le temps nécessaire à obtenir cette décurarisation, qui est absolument contraignant. Il faut le savoir, mais ça reste un bon produit. Donc, la vraie nouveauté, en plus des 4 réponses sur la décurarisation, c'est que j'arrête pas le monitorage. Je continue après l'injection et j'attends d'objectiver le ratio à 0,9. Tout à fait, pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça nécessite un certain temps. Et deuxièmement, qui ne s'est jamais trompé de seringue ou qui a tourné le robinet à 3 voies dans le mauvais sens et a injecté dans le flacon de perfusion plutôt qu'au patient. Ou une perfusion parce que le patient commençait à bouger, qui s'est soit bouché, soit qui a sauté. Donc oui, on est prudent, on objective ce qu'on fait. D'accord, donc on a vu la néostigmine. Qu'en est-il du Sugamadex? Premier point, le Sugamadex n'est utilisable qu'avec les curares stéroïdiens. On n'a plus de vécuronium en France, donc avec le rocuronium. Le Sugamadex, c'est un mode d'action tout à fait différent. C'est une captation spécifique qui agit donc très vite, vu que déjà en cas de bloc modéré, on n'a pas besoin d'attendre 4 réponses au train de 4, mais 2 réponses avec une deuxième réponse, même très faible, sont suffisants, donc gain de temps. Et là, en 2 à 3 minutes, notre patient est totalement décurarisé, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas le monitorer jusqu'à avoir notre rapport T4 sur T1 à 90% pour les mêmes raisons. Erreur d'injection, injection dans le mauvais sens, mais là, on n'est plus sur une échelle de temps de 10 à 20 minutes, mais en moyenne de 2 minutes, au maximum 3-4 minutes. Et le nouveau concept, c'est si j'ai un bloc profond, c'est-à-dire si je n'ai eu au moins une réponse au PTC, c'est-à-dire que je n'ai pas de réponse au train de 4, j'ai au moins une réponse au PTC, donc un bloc profond. Là, le Sugamadex va agir à condition d'être à la bonne dose. C'est 2 mg kg pour les blocs modérés. En cas de bloc profond, c'est 4 mg kg, il faut le savoir. C'est lié aux propriétés d'action du produit. Et là, toujours pareil, en 2 à 3 minutes, on va avoir un patient totalement décurarisé. Donc c'est une véritable innovation par rapport à la néostigmine. D'accord. Chez l'insuffisant rénal, Alors, faut... déjà, est-ce que je peux faire du rocuronium? Alors, le problème de l'insuffisant rénal comme de l'insuffisant hépatique, plus que le choix du curare, c'est le monitorage. Il faut déjà savoir que sur la dose initiale, et peu de gens le savent, on a plutôt une résistance aux effets des curares non dépolarisants. Pourquoi? Parce que ce sont des patients qui peuvent être en surcharge hydrosodée, et donc que les curares non dépolarisants, quels qu'ils soient, ont un plus grand volume de distribution. Donc, insuffisant rénal, insuffisant hépatique, avant le choix du curare, il y a quelque chose qui est plus important, c'est le monitorage. Il y a une telle variabilité interindividuelle en fonction du retentissement de leur pathologie que le conseil, c'est monitorer votre patient, titrer votre patient. Pour finir, Sugamadex, chez l'insuffisant rénal, effectivement, le couple Sugamadex curare, enfin rocuronium, est éliminé par le rein. Donc il faut savoir que chez un patient qui est totalement anurique, en insuffisance rénale terminale, on ne sait pas ce que devient le complexe. Donc il est prudent de ne pas en faire, mais c'est une petite fraction de la population. En cas d'insuffisance rénale modérée, oui, on peut le faire. Alors, on va conclure. On va conclure avec une diapo qui résume la RFE. On reprend un peu le schéma qu'on avait défini, Lionel, en début d'émission, avec ce processus, induction, intervention, récupération, et on inscrit là sur les différentes étapes
la curarisation dès la ventilation au masque pour faciliter l'intubation. Le choix des produits est résumé là. Pour l'induction en séquence rapide et seulement pour l'induction en séquence rapide, c'est la succinylcholine. Lorsqu'il y a une contre-indication, le rocuronium peut être utilisé, mais il peut également être utilisé hors induction en séquence rapide, et puis les benzylisoquinolines qui sont utilisées exclusivement hors induction en séquence rapide. Si la chirurgie nécessite un curare en péropératoire, là on a été très clair là-dessus, le monitorage sera systématique. Et ce monitorage sera utile sur la phase de récupération. On doit avoir un train de 4 supérieur à 0,9. Si ce n'est pas le cas, algorithme de décision, selon le produit à utiliser, la néostigmine comme l'a rappelé Claude, ou le Sugamadex qui permettent de décurariser à bloc profond. En rappelant que pour les benzylisoquinolines, seule la néostigmine peut être utilisée. Je crois que c'est clair. Merci à tous. C'était un vrai plaisir d'animer cette première émission sur les RFE. Merci à tous les internautes qui nous ont regardés en live malgré quelques petits problèmes de flux. En tout cas, bravo à tous pour le travail accompli et monitorez chez vous à la maison. Merci à tous.